Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre chaîne, la SDTV. Aujourd'hui, comme toujours, nous avons le plaisir de vous accueillir ici dans votre émission Expression Directe. Et nous avons comme invité M. Eliman Kane, qui est le président de l'Ex-Africa. Monsieur Kane, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous y recevoir dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler des questions de santé, de démocratie, de liberté ici au Sénégal. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 22 cas ici enregistrés au Sénégal. Quelle lecture vous en faites sur la nouvelle pandémie au Sénégal? Oui, pour dire qu'en fait, comme le MES l'a déclaré, effectivement, nous sommes dans une véritable pandémie et que malheureusement notre pays n'est pas épargné. Au départ, on avait quelques espoirs parce qu'il y a eu des cas qui ont pu être gérés par notre système mis en place pour suivre l'épidémie à l'époque. Mais maintenant, aujourd'hui, on en est à 22 cas. Et ça devient effectivement alarmant. Et cela nécessite effectivement que nous prenions conscience de l'ampleur de la menace et que nous adoptions des comportements conséquents. Et ce qui veut dire que tout simplement, nous devons changer de comportement sur beaucoup de choses et nous devons limiter nos mouvements. Parce que ça a gagné plusieurs villes, parce que avant c'était juste à Dakar et ensuite à Touba, mais maintenant on cite d'autres nouvelles villes, ce qui veut dire que le virus est en train de se déplacer dans le mouvement des citoyens. Voilà, maintenant on a eu effectivement la déclaration aussi du président de la République aujourd'hui, qui est avenante. Parce que tout simplement, c'est des décisions de responsabilité pour nous dire que face à ce fléau, nous avons pas mal de responsabilités à assumer. La première, c'est de ne pas prendre le problème à la légère et de prendre les mesures adéquates. Et je pense que des fortes mesures ont été prises jusqu'à donc geler un peu les activités dans des lieux d'inscription massive comme les écoles, les universités, et également interdire tous les grands rassemblements qui mobilisent beaucoup de personnes. Et c'est des décisions majeures également sur les déplacements internationaux. L'autre consiste à se donner les moyens de faire face. Parce que nous avons quand même une histoire de gestion des maladies qui s'apparenteraient aux manifestations de ce virus et que nous connaissons même au niveau de nos pays tropicaux, mieux que donc en Occident ou ailleurs. Hein. Et donc ce qui fait que nous avons un acquis sur lequel bâtir. Maintenant, le défi important à faire face, c'est le défi des moyens. Il faut donner des moyens à nos spécialistes, à nos techniciens de la santé. Mais le plus important dépend de nos comportements en tant que citoyens. Et je pense que si nous suivons, et heureusement les leaders d'opinion sont en train de comprendre cela et sont en train de suivre cette décision, parce qu'on a besoin d'une démarche unique, hein, d'une démarche unique, cohérente, dans laquelle s'inscrive tout le monde. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de décisions responsables que le président a prises en fermant les écoles pour une durée de 3 semaines, en annulant également les festivités du prochain 4 avril, mais aussi en limitant ou bien suspendant demander à suspendre certaines activités. Mais aussi qu'on le dise, l'État avait des problèmes du point de vue face au pouvoir religieux, de vouloir demander aux chefs religieux de suspendre les activités. Est-ce qu'à ce niveau, on n'a pas eu une faiblesse au niveau de l'État qui devrait agir au moment pour dire aux chefs religieux que vous devez interdire toute mobilisation religieuse? Oui, on a eu cette impression à un moment donné. Et je pense que la lecture objective qu'on peut avoir de notre réalité sociologique, effectivement, laisse croire qu'il y a une certaine indépendance et autonomie que les cercles religieux ont par rapport à l'État.
Et même cela est consacré par la Constitution, parce que la Constitution dit que donc, les religions sont gérées de façon autonome. Et donc, ils ont la liberté donc, de s'organiser telle qu'elles souhaitent dans un État donc, laïque, parce que c'est cela notre démocratie constitutionnelle. Et donc on avait cette appréhension en fait, qu'il y ait des démarches différentes, celle d'un État et également celle de ces responsables religieux qui ont quand même du poids au niveau du pays parce qu'ils sont tout simplement suivis par les membres de leur communauté. Et donc je pense qu'il faut se réjouir qu'à la fin de la journée, que ces guides religieux aussi aient décidé par leur propre chef d'annuler tout simplement des manifestations qui ont été prévues cette semaine surtout et dans les jours à venir. Et donc je pense que ça c'est une issue heureuse, disons, parce qu'on a besoin de cette union de tout le monde. Qu'on se sente vraiment soudés pour faire face à cette menace qui en fait n'épargnera tout le monde. Personne, si elle s'installe véritablement dans ce pays. Donc nous avons intérêt tous à l'arrêter en ayant des comportements conséquents. D'accord. Comme vous l'avez dit, donc ça devrait être une mobilisation citoyenne, c'est bien normal. Mais dans ce sens, aujourd'hui, si on se réfère au cas qui se passe, notez plutôt en Chine, en France, en Italie, qui fait des milliers de morts. Est-ce que le Sénégal, comme l'a dit le président de la République, il a décaissé 1 milliard et quelques en guise de prévention pour aider le secteur, les personnels de santé en vue de pouvoir combattre et vaincre cette épidémie? Est-ce que, à votre avis, cette somme, serait-elle suffisante pour faire face à cette épidémie qui est en train de faire ravage? Je crois qu'ils ont annoncé le budget de 1 milliard et quelques millions depuis quelques jours. Ça fait longtemps, on n'était pas à ce niveau. Et je pense que ce sont les techniciens qui, je pense que objectivement et sereinement, ont élaboré un budget qu'ils ont proposé. Maintenant, c'est à eux de dire véritablement ce dont on a besoin. Nous avons vu que, par exemple en Chine, où c'était le foyer où tout a commencé, ils ont mobilisé des moyens colossaux, mais assez rapidement. En quelques jours, les Chinois ont bâti de nouveaux hôpitaux, spécialement dédiés à la prise en charge de cette affaire. Et ça dénote du sérieux donc de l'État chinois qui démontre en même temps sa puissance face à ce virus. Et d'ailleurs, ce qu'on constate aujourd'hui, là que je vous parle, la Chine a presque stabilisé le virus. Il y a qu'une dizaine de cas maintenant, et que même dans Wuhan, qui est le centre de tout ceci, les usines ont recommencé à redémarrer. Et on voit que l'économie rebousse et les stocks options sont en train au niveau des bourses, c'est en train de remonter. Donc il y a une sorte de remontada que la Chine est en train de faire sur le virus, pendant que justement ce virus se déplace sur le reste du monde. Et voyez-vous que c'est la Chine qui descend en Italie, avec ses experts et des outils de prévention en cargo pour venir en aide à l'Europe, n'est-ce pas? Donc via l'Italie. Et à ce moment même, c'est que Donald Trump également est en train de décréter l'état d'urgence dans cette puissance qu'est les États-Unis. Voyez-vous, donc les États doivent faire face à ce type de situation-là, tout simplement en montrant beaucoup de sérieux, en montrant aussi beaucoup de sérénité. Mais voyez-vous, cette affaire révèle un aspect qui est un aspect stratégique, sur lequel malheureusement nous autres Africains, nous sommes en rade. Parce que, voyez-vous, ce virus, en quelques jours, a montré les failles profondes de ce système d'économie libérale, de ce marché donc ouvert, de ce marché globalisé et unipolarisé.
Voyez-vous comment rapidement les choses ont dégringolé en termes de volatilité des prix du pétrole, par exemple. Mais comment dans les bourses, les grandes bourses de New York, le CAC 40, etc., il y a eu des descentes assez alarmantes, voyez-vous, jusqu'à 6-7%, rapidement. Donc, voyez-vous, le dérèglement du transport international qui a mis presque, comment dirais-je, en difficulté de grandes compagnies. Hein. Certaines vont certainement alors mettre la clé sous le paillasson. Mais on a vu aussi la réaction en Europe, comme aux États-Unis, du Federal Bank et de la Banque centrale, centrale européenne, et des chefs d'État également qui ont fait des déclarations pour déjà envisager comment redéployer leur économie en injectant davantage donc de finances. Voyez-vous, donc les États sont prêts à faire des efforts pour donc sauver leur économie. Alors, c'est des situations malheureusement qu'on ne voit pas chez nous en Afrique, parce qu'on n'est pas vraiment sur cette stratégie. Par contre, voyez-vous, cette situation de fébrilité de l'économie globalisée devrait nous aussi interpeller sur nos positions, voyez-vous, pour dire que, mais en fait, on a beaucoup de choses à apprendre de cette crise. Nous autres Africains qui avaient presque résisté à cela jusque très récemment, que les cas se sont donc... oui. Alors, donc, nous avons des leçons à tirer à cela. Comment nous pouvons réévaluer et réinventer notre propre autonomie économique. Comment nous pouvons essayer de renforcer les secteurs de production qui nous donnent plus d'autonomie économique, plus de souveraineté. Comment nous pouvons mieux nous interroger sur les questions d'intégration africaine pour que le marché africain soit notre premier marché. Et donc éviter notre dépendance donc à cette économie ouverte, à cette économie extravertie qui finalement donc n'arrange pas les populations, surtout celles qui sont plus loin des secteurs de diffusion, donc les plus vulnérables. Voyez-vous, moi je pense qu'au-delà de la guerre contre le virus que tout le monde doit faire, dont nous, avec nos spécialistes que nous avons, mais également il faut qu'on s'inscrive dans une réflexion aussi stratégique. Et à mon sens, et c'est dommage, c'est malheureux que nous n'avons pas entendu des voix s'élever au niveau sous-régional et au niveau panafricain. Par exemple, pour moi, l'Union africaine, la Banque africaine de développement, les communautés économiques régionales devraient pouvoir profiter de cette situation pour enclencher en fait une dynamique de solidarité inter-africaine et qui devrait commencer certainement par une solidarité pour avoir les moyens de notre propre résilience par rapport à cette menace et ses implications sur notre économie, mais également que ce plan devrait être transformé en un plan beaucoup plus ambitieux de transformation structurelle de nos réalités économiques pour que celles-ci soient davantage donc orientées vers nous-mêmes et donc développer donc les échanges intra-africains. Mais malheureusement, on n'a pas vu ce leadership émerger dans ce contexte-là. Bon, espérons que dans les jours à venir, ça viendra parce que cette question se pose à nous et nous avons beaucoup à apprendre de cette situation. Cette situation, comme vous le dites, quelquefois malheureux. Bon, alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Chine a eu à régler, à vaincre à quelques pourcents de la fin de voir le virus disparaître de son territoire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, la Chine n'est pas sur la logique de démontrer quelle est ou bien quelle sera la première puissance mondiale? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les États-Unis sont menacés, bien qu'ils n'ont pas connu le premier cas. La France aussi, elle compte des dizaines, l'Italie, elle compte des milliers de cas. Et les milliers de cas de personnes qui sont déjà mortes. Est-ce que la Chine n'est pas en train de démontrer sa force économique face à ces puissances? Absolument. Je pense que la Chine nous fait montre en tout cas, une véritable puissance stratégique. D'abord, sa réponse au virus a été une réponse systématique.
mais une réponse puissante aussi. Voyez-vous, ce n'est pas évident de construire des hôpitaux comme ça, du tic-tac, une zone vierge, etc. Et puis de pouvoir mettre à quarantaine toute une ville, etc. Et donc, la Chine qui est très populaire, presque près d'1 milliard d'habitants, et donc je pense que ça démontre quand même d'un État fort et puissant. Et effectivement, on peut douter d'un probable regain en termes de leadership de la Chine sur le plan international. Parce que déjà, symboliquement, à l'Europe, la Chine a montré sa puissance en débarquant comme ça dans les aéroports de Milan, etc., avec tout ce qu'il faut pour aider les Européens qui n'arrivaient pas à organiser leur propre solidarité. Donc, par rapport à cela. Et donc, en même temps, effectivement, je pense que les États-Unis qui avaient commencé une guerre commerciale à la Chine il y a quelque temps, aujourd'hui se sont repliés sur eux-mêmes parce que tout simplement, ils découvrent la menace. Et si vous voyez bien sur les informations scientifiques qu'on a, en réalité, le virus, on nous montre maintenant un autre caractère, même sur la période d'incubation du virus. Voyez-vous, on disait 14 jours maintenant. Maintenant, on nous dit à partir de la Chine que non, c'est plus que ça, c'est une trentaine de jours. Voyez-vous, donc ça complique tout. Et donc le problème s'est déplacé vers les États-Unis, vers l'Europe, et bien évidemment, avec toutes les implications économiques que ça va avoir, effectivement, tout ceci peut finalement repositionner la Chine en tant que nouvelle grande puissance sur le l'échiquier international. Ok, d'accord. Sur cette question, on va juste faire un petit rebondissement avant d'aller dans le domaine de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, on dit que, comme si on était en Chine, Wuhan était l'épicentre du virus. Mais aujourd'hui, ici au Sénégal, la ville épicentre, c'est Touba, avec quelques 60 ou bien, non, avec quelques 40-50 cas. Aujourd'hui, est-ce que l'État ne devrait pas mettre cette ville en quarantaine pour éviter au moins limiter les déplacements en vue de ne pas contaminer les autres grandes capitales régionales du Sénégal? Ça peut se soutenir parce que Touba n'est pas n'importe quelle localité. Touba, c'est un lieu d'inscription, c'est un carrefour, c'est un centre de rendez-vous. Et aussi bien sur le plan religieux qu'économique. Touba n'est pas loin, donc également de la frontière avec la Gambie, etc. On sait que sur le plan économique, beaucoup de choses se passent là-bas. Mais également, la communauté mouride se déplace de façon fréquente vers Touba pour des raisons qui sont des raisons religieuses et qui sont très ancrées chez les populations, c'est les personnes. C'est un domaine sur lequel alors il y a que la la souveraineté individuelle s'exerce, voyez-vous, parce que c'est le domaine de la foi, de la croyance, et nous savons que dans le mouridisme, l'une des valeurs principales, c'est l'attachement que les mourides ont par rapport à Touba, par rapport à leur guide religieux qui se trouve être à Touba. Donc, c'est une situation qu'il faut prendre au sérieux. Et je pense qu'effectivement, des mesures doivent être prises pour isoler ce milieu du reste du Sénégal à un moment donné, c'est-à-dire réduire tout simplement les déplacements, dire que les talibés, où est-ce qu'ils puissent être aujourd'hui, ou bien les autres qui ne sont pas talibés, mais qui veulent aller à Touba tout simplement parce que c'est un centre d'intérêt pour tout le monde finalement, de rester chez eux. Et je pense que là, même dans le registre religieux, je pense que les sources prophétanes, effectivement, nous conseillent cela. Quand il y a un problème comme une épidémie dans une localité, et les résidents doivent rester dans cette localité, et d'autres ne doivent pas venir. Et les résidents ne doivent pas aller ailleurs également, au risque de donc faire circuler alors cette maladie. Donc voilà un peu, je pense qu'effectivement il y a des mesures fortes qui doivent être prises par rapport à Touba. Et quand j'ai entendu le porte-parole de Khalif, je pense qu'ils ont compris cela. Et ce qui a amené à donc, annuler tous les événements qui étaient prévus. Et je pense que aussi les ziyaras même informels ou bien individuels doivent être stoppés. Parce que même le marabout doit être protégé. Parce que le marabout, c'est celui que tout le monde vient voir.
Et donc, ici au Sénégal, dans notre tradition, voir quelqu'un nous serrer la main fait partie quand même des marques de respect, de civilité, voyez-vous. Et donc, même le marabout, il faut le protéger, il faut le mettre à l'écart. Ça court également, et tous les autres, hein, les marabouts de façon générale. Donc, pour les protéger, je pense qu'il faut limiter, tout simplement. Et je pense que si Touba respecte les directives ou les mesures qui ont été prises par le président de la République et également le calife lui-même qui a pris des décisions, et je pense que ça fait partie de ce qui peut véritablement nous permettre d'endiguer ce problème-là. D'accord, on va quitter cette question de santé pour aller cette fois-ci dans la gouvernance, qui est bien sûr votre domaine de prédilection. Je rappelle que vous êtes président de l'ex-Africa, qui est leadership, équité, éthique, gouvernance, stratégie pour l'Afrique. Aujourd'hui, le Sénégal a fait ses premières découvertes gazières et pétrolières. Sur cette question, on vous entend souvent parler, vous prononcer en donnant des recommandations à l'État du Sénégal, c'est-à-dire vous, à votre avis, comme vous l'avez l'habitude de le faire, qu'est-ce que l'État devrait faire dans la signature des contrats ou bien dans les partenariats avec, pour l'exploration des produits pétroliers et gaziers dans les temps à venir? Oui, vous savez, le Sénégal va entrer dans une phase de ce qu'on appelle pays premier producteur en matière de pétrole et de gaz. Et nous avons des ressources, d'autres ressources comme les mines, hein, l'or par exemple qu'on a commencé à exploiter depuis 2009, etc. Le zircon depuis 2014, etc. Bon, maintenant on entre dans une nouvelle phase parce que les découvertes en termes de pétrole et de gaz sont des découvertes d'avenir qui sont assez consistantes déjà, même si ce n'est pas encore vraiment l'Eldorado en termes de prospection, mais le potentiel est énorme. Mais vous savez, nous sommes dans un secteur qui est marqué par quelque chose qui est un fait. C'est-à-dire qu'il y a des rapports qui sont asymétriques entre le secteur privé international avec lequel nos États, qui sont les États à faible revenu, sont obligés de contractualiser pour extraire les ressources. Il y a une asymétrie. Et cette asymétrie est à l'avantage de ces entreprises multinationales qui existent depuis très longtemps et qui ont des capacités financières énormes pour pouvoir investir les gros investissements justement dont a besoin l'exploitation de ces ressources. Nos États qui sont faibles sommes dans une position de faiblesse dans les rapports de négociation. C'est ce qui fait qu'en réalité, nous devons faire beaucoup plus d'efforts que quiconque pour pouvoir maximiser les revenus que l'État peut tirer du pétrole et du gaz et pouvoir les réinvestir dans la transformation économique que nous souhaitons avoir, mais également surtout dans les populations pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, nous, notre point de vue, après étude bien sûr, parce que nous avons fait des recherches sur cela, est qu'en réalité, pour que ces ressources puissent véritablement profiter aux populations, l'État doit adopter une démarche de gouvernance beaucoup plus démocratique du secteur. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas, parce que jusque-là, il y a une gestion centralisée qui se fait au plus haut niveau, je peux dire carrément au niveau du président de la République et de son ministre en charge de l'énergie, du pétrole et du gaz. Et donc, tout se fait à ce niveau. Et ça, ce n'est pas à l'avantage de rendre l'État beaucoup plus fort dans sa posture de négociation avec le secteur privé international. Pourquoi? Parce que le seul interlocuteur de négociation demeure et reste le président de la République. Et il est lui-même vulnérable en cela. Il est également exposé à plusieurs risques, notamment à un risque de corruption, à un risque de captation de l'État par sa propre personne, etc. Et on s'est rendu compte malheureusement que notre État, en tant que tel, n'est pas très préparé
à aller vers l'exécution des contrats qu'il a signés, parce qu'il ne dispose pas jusqu'à présent, que je vous parle, des moyens véritables qui lui permettent de faire face aux engagements contractuels de l'autre partie, et ne serait-ce que la partie contrôle. Voyez-vous? Et sans parler d'autres aspects beaucoup plus importants où on a beaucoup de risques de perte. Par exemple, les aspects liés à la commercialisation, les aspects liés à la fiscalité, où nous avons encore énormément de travail à faire, énormément de ressources à créer et mobiliser pour pouvoir donc accompagner cette économie du pétrole et du gaz et en tirer le maximum de profit. On n'est pas encore prêt sur ces questions-là. Quoi qu'on dise et quoi qu'ils puissent dire. Quand devrait-on être prêt? Alors voilà, quand on devrait être prêt. Bon, l'État a mis en place l'INPG. Ça, c'est un moyen pour être prêt, c'est-à-dire former des cadres qui connaissent très bien le secteur et surtout avoir une connaissance mise à jour aujourd'hui du secteur. Mais ça, ce n'est pas seulement former des ingénieurs, parce que les ingénieurs sont spécialisés pour être dans les forages, etc., voilà, dans la production et autres, et peut-être dans l'exploration pour d'autres champs. Mais ce qui se fait réellement et où les flux financiers sont en jeu, on a besoin de financiers, on a besoin de juristes de renommée. Mais je suis désolé, mais moi je parle à un ministre qui avait en charge ce secteur, qui me disait qu'à un moment donné, même pour dénoncer un contrat avec un partenaire privé, il n'avait pas un seul juriste capable de l'accompagner pour cela. Mais quand même, le Sénégal aussi bien, oui, mais quel juriste? Parce que là, on est dans un domaine quand même de compétences pointues. Il faut connaître comment se font les contrats dans le secteur du pétrole et du gaz. Il y a un cap de juristes qui s'y connaissent. Oui, oui. Et puis chaque contrat, c'est plusieurs spécialités que vous retrouvez. Quand ces compagnies viennent négocier avec nous, mais c'est des batteries de compétences, d'avocats, de juristes qu'ils ont derrière et de spécialistes. Mais ici, on a l'impression que oui, il faut former tout simplement des ingénieurs, etc. Mais non. Donc, je pense que on a besoin de ces compétences-là de façon diversifiée, mais également très bien formés, outillés, et à qui il faut aussi donner suffisamment de moyens et construire en eux la fibre patriotique, parce que c'est cela qui est beaucoup plus déterminant finalement. Parce que dans ces négociations-là, mais les enjeux sont à coût de milliards, voyez-vous. Et donc tout est possible, effectivement, et si on n'est pas suffisamment armé pour défendre l'intérêt de sa nation dans un moment de négocier, on risque de laisser passer pas mal de choses, et le risque à ce niveau, le grand risque, si on ne se ressaisit pas sur la perspective de gérer cette affaire, c'est que nous allons produire une situation où les inégalités vont s'accélérer dans ce pays. Parce que c'est un secteur à haut potentiel de flux financiers. Et ce qui risque de se passer, c'est que ces flux financiers ne seront pas suffisamment captés par l'État, donc en optimisant ses revenus pour ensuite les réinjecter dans le circuit économique, permettre aux acteurs économiques locaux de pouvoir se développer, mais aussi impacter les populations et leur donner un pouvoir d'achat. Alors là, ça ne se reproduira pas, et ce qui va par contre se reproduire, c'est qu'on manque d'optimiser nos revenus, pour plusieurs raisons, qu'on ne peut pas développer ici les pratiques d'optimisation que les entreprises font. Et ce qui se passera, c'est quoi? C'est que ces entreprises, avec une certaine élite, vont être les seules à bénéficier de la manne. Et donc, on aura une élite hyper riche et une majorité des populations encore dans la pauvreté. C'est un peu les scénarios comme ça s'est passé au Nigeria, par exemple. Ok, d'accord. Récemment, les cours de contrôle tels que l'OFNAC ont fait des publications de leurs rapports. Sur ces publications, on dénote des supposées autorités qui sont épinglées. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait plutôt de la publication de ces rapports qui devraient être, à mon avis, qui devraient être transmis à la justice pour qu'elle tire au clair ces affaires? Oui, vous parlez de l'OFNAC quelques années, les 5 dernières années, constatées sur la production et la diffusion des rapports de ces organes de contrôle.
qui sont des organes importants dans le système de gouvernance des affaires publiques dans ce pays et qui ont fait l'objet de fortes volontés politiques de la part de l'État, même dans l'ancien régime et ensuite le nouveau régime. Parce que depuis quand même les années 2003, etc., on a eu un arsenal juridique en matière de contrôle de financiers ou bien des affaires publiques de façon générale, mais assez impressionnant. Mais par contre, on est toujours resté sur notre fait en termes de résultats. Et on a constaté que malheureusement, le travail qui est fait par ces organes de contrôle est sapé par... avant, c'était surtout par l'impunité. Parce qu'il y avait des rapports qui existaient, qu'on produisait et qu'on publiait, parce que c'est la loi qui l'exige, que ces rapports soient publiés après avoir été soumis au président de la République. Mais après, rien ne se passait. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune action, aussi bien administrative que judiciaire. Dû à quoi? Alors, les sanctions administratives, ça, quand même, c'est du ressort du président de la République. C'est lui qui a le pouvoir de nommer aux postes civils et militaires. Donc si on lui donne un rapport dans lequel on dit que telle personne, tel citoyen, dans telle société ou tel ministère a mal géré les deniers publics, c'est parce qu'il revient au président de la République de prendre les mesures nécessaires pour mettre ces personnes-là de côté et les remplacer par d'autres Sénégalais qui ont autant de compétences, mais aussi en plus qui ont plus de vertus. Voyez-vous, ça, je pense que le président doit rester sans état d'âme sur ces questions-là, parce qu'il lui revient de veiller à la bonne gestion de nos ressources, qui sont encore très faibles. Voyez-vous, l'autre aspect, c'est l'aspect judiciaire. C'est-à-dire que ces rapports de l'OFNAC, parce que vous parlez de l'OFNAC, parce que l'OFNAC a un pouvoir qui est né avec un pouvoir que l'ancienne structure, la CNLCC, n'avait pas. C'est-à-dire c'est le pouvoir d'autosaisine et de faire des enquêtes, etc. Alors l'OFNAC, après avoir fait son travail, peut saisir le procureur. Et on sait que l'OFNAC a saisi le procureur. Parce que des rapports ont été soumis au procureur depuis longtemps. Mais le procureur ne bouge pas sur ces rapports. Il y a un autre problème à ce niveau. Donc la justice qui doit faire son travail ne le fait pas. Alors, donc ça alimente cette impunité. Et le gros problème de l'impunité, c'est que tant qu'elle persiste, alors c'est comme une forme d'encouragement des agents de l'État à continuer à faire des malversations, de la fraude, à s'adonner à la corruption, bref, à gaspiller les ressources du peuple. Et voilà, donc c'est ça qui est regrettable. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est ce qu'on a constaté les jours passés, c'est que moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'entreprise de sabordage de ces institutions de contrôle. Et alors, cette impression est beaucoup plus marquée quand j'entends aussi bien le président de la République que ses collaborateurs tels que l'ancien Premier ministre, alors faire des sorties pour se mettre dans une posture de défendre ceux qui sont épinglés par ces rapports, au lieu de défendre le peuple à qui appartiennent les deniers et les ressources qui sont en cause. Ah non, écoutez, ça, la présomption d'innocence, on n'en disconvient pas. Mais un rapport fait par des techniciens dont les compétences ne sont pas à discuter, et qui sont même choisis par le président parce que c'est lui qui les nomme. Et donc, c'est des rapports qui sont faits quand même sérieusement. Et dans ces rapports-là, les gens n'ont pas manqué à avoir des allers et retours avec les personnes concernées. Ils ne font pas un rapport, ensuite ils viennent le publier comme ça, sans vérifier les faits. Ce n'est pas possible. Alors, donc, si le président est informé de cela, et surtout que la plupart de ces rapports, surtout les rapports de l'OFNAC, ce sont des rapports qui privilégient aussi des recommandations. Voyez-vous, pour dire que voilà les recommandations qui avaient faites, voilà sur cette base, où est-ce que nous en sommes, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc pour le dire que c'est un travail qui se fait dans un temps où on a eu le temps d'observer
des manquements, de faire des recommandations et d'attendre à ce que des actions soient posées pour que ces recommandations-là soient appliquées. Et donc, on ne peut pas utiliser la présomption d'innocence, bien qu'elle existe, pour quand même discréditer ces rapports, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est des sorties quand même qui ont discrédité des rapports, même pire, qui ont même discrédité des hauts fonctionnaires qui ont eu à travailler dans ces institutions-là comme l'OFNAC. Ok. Pour faire un petit crochet avant de tirer les données, de mettre fin à l'émission, récemment nous avons assisté à la nomination de Boubacar Ba, qui est un membre de la société civile, de la société civile plutôt, qui est le président du Forum du justiciable. Il est nommé à l'OFNAC. Est-ce que cette façon du président de nommer un membre de la société civile qui a pour rôle de défense, d'alerte, de protéger aussi l'intérêt de la société du Sénégal, est-ce que ce n'est pas une manière pour le président de vous faire taire? Non, c'est-à-dire que l'OFNAC est constitué ainsi. C'est le président qui nomme les membres, mais en nommant les membres, quand même, il y a une certaine diversité qu'il faut respecter et on ne peut pas exclure les acteurs qui sont dans ces organisations-là, qu'on dit de la société civile, qui représentent une certaine sensibilité quand même dans l'espace public. Voyez-vous? Et donc, parce que le rôle de ces acteurs-là n'est pas seulement, n'est pas de s'opposer, non. Par contre, leur rôle, qu'ils soient en dehors, dans leur autonomie de leur organisation, ou à l'intérieur de ces institutions comme l'OFNAC, doit rester toujours le même. C'est-à-dire de veiller à l'intérêt général, de veiller au respect de la loi, de veiller au respect des droits de tous, de veiller au respect surtout des droits économiques et sociaux, qui sont les plus importants dans un pays où presque 40% sont encore dans la pauvreté. Voyez-vous, donc je pense que si ces personnes sont conscientes de leur mission, et restent constantes de leur ligne qui a fait qu'ils sont devenus des organisations ou des personnes en vue dans l'espace public par rapport aux positions qu'elles défendent, alors ces personnes-là doivent continuer à faire ce travail. Et je pense que moi, personnellement, c'est exactement la remarque, et si tu veux, le conseil que je peux me permettre, que j'ai eu à faire à Boubacar Ba, qui est un jeune frère, pour lui dire, bon, vous êtes là-bas, mais n'oubliez jamais que vous représentez de façon symbolique nous tous ce que nous sommes en train de faire pour ce pays. Et donc, de votre comportement dépendra l'avenir de cette posture que les personnalités ou les organisations qu'on dit de la société civile ont dans ce pays. Et je pense qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de contradiction, qu'il soit dans ces organisations qui sont justement des gestions administratives indépendantes, même si l'OFNAC dépend de la présidence de la République, mais ont quand même une autonomie de gestion, autonomie de fonctionnement, et je pense qu'ils doivent rester équidistants dans leur posture, mais également, surtout, toujours constants dans la défense des intérêts. Maintenant, ce que vous dites, c'est important, parce qu'on a eu dans le passé des membres de la société civile qui étaient là-bas et qui ont eu à démissionner. On peut citer le cas de Modigna, que Mme Nafingom Keïta à l'époque avait coopté même dans l'institution. Il n'était pas un membre, un homme élu, mais c'est Mme Nafingom qui l'avait coopté. Mais à un moment donné, il était obligé, lui, alors, de démissionner, tout simplement, parce que d'après ce qu'il a dit, il était peut-être en train de gêner Mme Nafingom Keïta dans son travail, par ses positions. Voyez-vous? Et donc, moi, je pense qu'on doit prendre beaucoup plus de tort dans une démocratie pour accepter les contradictions, aussi bien à l'interne qu'à l'externe dans l'espace public, parce que le Sénégal nous appartient à tous. Et on doit laisser la pluralité et la diversité des points de vue et des opinions donc s'exprimer. Parce que c'est de cela qu'on peut tirer l'essentiel pour construire notre pays. Et ça permet également, pour moi, d'équilibrer un peu la tendance trop lourde de la politisation partisane par laquelle, effectivement, donc nos politiciens nous ont habitués à gérer les affaires publiques. Okay. Voilà. Nous sommes au terme de l'émission. Quel serait votre mot de la fin?
Alors, c'est difficile parce que j'espère que l'affaire, ce n'est pas pour maintenant, mais donc ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que voilà, nous avons un pays à construire et que ce pays a besoin de profondes transformations et que ces transformations-là, alors n'arriveront que si véritablement les Sénégalais, dans au moins une masse critique, parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde dans cela, mais une masse critique puisse s'organiser, être solidaire pour exiger à ce que l'ensemble des acteurs, je dis bien l'ensemble des acteurs, puissent véritablement agir dans le seul intérêt national public. Et que cette transformation, elle nécessite alors des décisions courageuses. Mais elle nécessite beaucoup, vraiment beaucoup d'audace. Elle nécessite également beaucoup de clairvoyance et surtout de stratégie, avec S au pluriel, je veux dire, parce que nous sommes dans un monde où la configuration n'est pas à notre faveur et que nous devons casser un certain nombre de liens qui nous empêchent d'être nous-mêmes et donc d'aller de l'avant. Voyez-vous, et ça, c'est pas facile, mais ça demande beaucoup de stratégie, ça demande beaucoup de patriotisme, et c'est ce que nous attendons de tous les acteurs, et c'est pour cela que nous devons davantage diluer donc cette perspective de la politique politicienne partisane qui ne cherche qu'à conquérir le pouvoir, et une fois au pouvoir, à le conserver, mais par tous les moyens, n'est-ce pas, en oubliant tout simplement l'essentiel, c'est-à-dire le bien-être de tous. Et ça, ceci doit être la posture, surtout de la jeunesse, parce que donc quand je laisse un dernier mot, je le laisse à la jeunesse, parce que cette jeunesse-là, vous regardez que plus de 75% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Voilà, c'est là qu'ils doivent s'engager, se mobiliser pour travailler sur les 2 générations à venir, pour que notre condition ne soit pas la même que nous avons héritée de nos pères et de nos grands-pères, parce que c'est là qu'intervient le legs, justement, je termine, le legs de l'ex-Africa, c'est exactement travailler sur ces questions-là pour que dans 25 ans ou même avant, alors nos enfants ne discutent plus des mêmes questions que ce que nous sommes en train de discuter. Voilà. Donc espérons que la jeunesse va relever le défi et continuera le combat. C'était votre émission Expression Directe sur la STTV. Merci chers internautes de nous rester fidèles et nous vous donnons rendez-vous sur un autre numéro dans toutes les semaines avec un invité de marque, comme nous l'avons fait ici avec M. Ilman Khan. M. Khan, c'est moi qui vous remercie. Merci.